Merci Alexis pour cette mise en perspective. On va rappeler quel est le cadre de l'écosystème français, mobilisant diverses technologies, d'avoir situé notre pays dans un groupe d'autres puissances qui détiennent dans ce domaine des compétences, d'avoir évoqué le temps long, celui du renouvellement des SNLE, de la troisième génération, au-delà de 2030 pour leur arrivée en service opérationnel, d'avoir évoqué aussi le temps court de la future loi de programmation militaire qui a aussi des choix à faire dans ce domaine. Nouvelles frontières technologiques, je crois qu'on y reviendra, la question des neutrinos, le problème des drones. J'étais au Japon, mais je devrais, pour des raisons qui ne sont pas liées à la chair, mais qui sont plutôt liées à mon autre fonction. J'ai compris d'ailleurs à vos propos que j'étais un sous-marin assez facilement détectable en milieu universitaire. J'ai beau essayer de le dissimuler à chaque fois pour avoir plus de liberté de ton, je n'y parviens pas tout à fait. Il y a quand même une question qui est, quand on regarde ce qui avait été un sujet abordé l'année dernière, celle de l'espace, il y a une grande démocratisation de l'espace, à travers les petits lanceurs, les constellations, une technologie qui va finalement donner des droits d'accès beaucoup plus bas. Est-ce que cette frontière est quand et comment est-ce qu'on va voir dans le domaine maritime la même évolution où les coûts d'accès sont trop élevés et ça n'arrivera pas de sitôt? On y reviendra, je pense, dans le débat. Amiral Chaplet, vous avez maintenant la parole pour rebondir sur ces deux interventions. Merci beaucoup pour me donner l'occasion de m'exprimer sur le sujet des espaces sous-marins. Alors, vous l'avez compris, moi, je suis un ancien sous-marinier, et puis je crois que comme Bernard Antoine, parce que nous faisons partie du même groupe, nous avons dû passer environ 3 ans sous l'eau, dans ce milieu opaque, quand on raboute tous les morceaux. Est-ce que vous faisiez 20 000 heures sous la mer? Oui, mais c'est ça, c'est de 25 000 heures. Guillaume m'a dit, c'est ça à peu près? Oui, à peu près. Vous avez la même référence. Vous avez plus navigué que lui? Voilà. Ouais, il y a des champions, mais je les laisse, des champions. C'est-à-dire que généralement, il n'y a personne dans la salle, évidemment, qui peut se mesurer à vous. C'est ce que disait Alexis au départ. Je vous en prie. Bon. Alors malgré ça, là, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de cette période nostalgique de bathymétrie, de bathythermie ou d'opérations sous-marines, puisque j'ai basculé dans le monde de l'industriel, donc c'est bien en tant qu'industriel que je veux m'exprimer. Et comment un industriel comme les CNS contribue à cette maîtrise des espaces sous-marins? Alors bien évidemment, la réponse toute simple, c'est de vous dire en construisant des frégates anti-sous-marines et des sous-marins. Bon, bien entendu, j'en parlerai au long de mon intervention, mais ça ne va pas être comme ça que je vais rentrer dans la discussion. Juste avant, pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas des CNS, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc en construction neuve, environ un peu moins de 60%. En maintien, en conditions opérationnelles, en maintenance, c'est de l'ordre de 35-40%. Et puis les quelques pourcents qui restent, c'est des équipements, ce sont des torpilles et il y a des énergies renouvelables maintenant avec des CNS Énergie. Voilà. C'est le 6e acteur. Alors, du naval militaire, c'est dans le monde. Je prends en considération que ceux qui construisent des plateformes, derrière les deux gros américains qui sont General Dynamics et Huntington Ingalls, derrière British Aerospace et derrière les Russes et les Chinois. Voilà. Alors, tout à l'heure, mon camarade Bernard Antoine parlait de liberté, impunité, secret, clandestinité. Je crois que les mots-clés qu'il a prononcés pour parler du milieu sous-marin. Alors moi, je vais attaquer par la souveraineté. Parce que c'est la clé de tout pour nous, industriels, c'est de parler de souveraineté. Donc la souveraineté, c'est assez simple, c'est donner les capacités, en particulier à la marine, pour préserver l'autonomie stratégique de la France. Mais c'est le point de départ de notre existence. En gros, je dirais, sans souveraineté, pas de DCNS. Et souveraineté, vous savez que c'est pas un mot, c'est bien une réalité, puisque l'outil de défense donne aux autorités politiques françaises la capacité d'agir, et on le voit avec les opérations qui se conduisent partout dans le monde. Rapporté aux espaces sous-marins, et ça a été dit par Bernard-Antoine Morio-Delisle, ce sont les capacités qui concourent à la connaissance, au renseignement, donc on est plutôt dans l'anticipation, à la détection ou l'action, ce serait plutôt l'intervention, et aussi la fonction de dissuasion dans son composante sous-marine, mais je pense que l'amiral Guillaume a dû vous en parler très largement. La souveraineté, elle est portée par les autorités politiques, ça on le comprend bien, elle est portée par les services étatiques
et par les armées, on le comprend aussi très bien, mais aussi par l'industrie de défense, et ça, il faut bien le comprendre. Pas que des CNS d'ailleurs, je pense qu'Alexis Morel sera d'accord pour dire que c'est un acteur de cette souveraineté. Les acteurs souverains que nous sommes, en fait, la France, elle a besoin d'une industrie innovante et compétitive, capable d'offrir aux armées les capacités nécessaires aujourd'hui. Ça peut être des livraisons, ça peut être du maintien en condition, et puis préparer celle de demain. Et ça, on est bien dans le temps long. Quand on parle de celle de demain, c'est du 15-20 ans. C'était évoqué par Alexis Morel, c'est fondamental de s'en rappeler pour l'industrie. Donc nous n'aimons pas trop les à-coups. Nous aimons bien de l'anticipation sur ces 15-20 ans. Voilà. Alors cette souveraineté, elle est portée bien sûr par toutes les composantes, j'ai dit, politique, militaire, je dirais administrative française, et puis industrielle. Et quand on parlait d'équipe de France tout à l'heure, on la retrouve dans l'industrie navale de défense, et bien sûr, si on va s'intéresser aux espaces sous-marins, dans l'industrie navale de défense qui concourt à la maîtrise des espaces sous-marins, puisque c'est finalement cette équipe qui va jouer, et si elle ne joue pas, ça ne se passera pas bien. Donc il faut être bien ensemble tout le long du processus. Donc la souveraineté, c'est la raison d'être de DCNS. Mais quand je dis DCNS, c'est en fait toute la base industrielle et technologique de défense. Par exemple, Thales, qui nous fournit des sonars. Un bateau sans sonar, surtout si on passe d'espace sous-marin, n'a pas de sens. Donc c'est bien cet ensemble de personnes, d'industries qui contribue à la souveraineté nationale. Notre objectif, c'est de donner les meilleurs produits et les meilleurs services aux opérationnels qui les utilisent. Et ça, c'est un objectif clé qui guide tout le reste. Donc pour y arriver, il faut qu'on soit intelligent et innovant. Ça veut dire des investissements en recherche et en développement. Si on prend les espaces sous-marins, la discrétion acoustique, par exemple, c'est plutôt le côté plateforme. Les sonars, bien sûr, seront chez Thales Underwater System, mais pour la plateforme, il faudra assurer la discrétion acoustique. Donc ça reste un axe très important. Bon, on a parlé de beaucoup de choses. L'intégration des drones est quand même très important. On en parlait tout à l'heure du drone qui sera développé avec ECA, TUS et des CNS. Bien sûr, la partie intéressante des CNS est plus l'intégration du drone à bord. Mais vous voyez qu'on a besoin, en travaillant à 3, on va travailler là-dessus. C'est une recherche ou un axe de recherche très important pour l'avenir, sur lequel nous n'avons pas encore assez avancé. Il était temps de s'y mettre. Bon, il nous faut prendre en compte le rétex de la marine pour orienter la politique d'offre de produits et de services. Je vais revenir à un aspect très historique. Mais lorsque les sous-marins nucléaires d'attaque de type Ruby ont été créés, c'était des sous-marins en fait, qui ont été créés à partir de coques, quasiment, je schématise, de coques de sous-marins conventionnels, et qui n'étaient pas du tout faits pour la lutte ASM. Et finalement, lorsque ce besoin de lutte ASM est apparu très clairement dans les années 80, ça s'est traduit par une refonte de sous-marins en type améthyste, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, dans les années 90. Donc on s'est bien adapté. C'est un processus long, une fois de plus, mais on a bien, petit à petit, on a tendu vers l'objet ou l'outil qui était nécessaire à la réalisation des opérations. Il nous faut aussi réussir à bien maîtriser toute la technique sur toute la durée de vie des sous-marins. Le temps long, ce n'est pas que la conception, c'est également le maintien en condition. Et ça aussi, c'est 15, 20 ans, 30 ans. Il y a des obsolescences, il y a des tas de choses. Et nous, on est content quand la marine se réjouit de 1000 jours de mer par sous-marin nucléaire d'attaque en 2016, puisqu'on a atteint un objectif de disponibilité relativement élevé, puisque je crois que c'était un record, en l'occurrence. 1000 jours. Et voilà. Et puis, évidemment, il nous faut être productifs parce que nous avons un besoin de satisfaire des budgets qui sont contraints, et c'est une nécessité également. Ceci étant, la souveraineté, elle a un prix. C'est ça qu'il faut bien comprendre derrière. Il faut un socle industriel, donc, et d'ingénierie d'ailleurs. Donc, pour des CNS, bien sûr, vous avez Cherbourg, Lorient, Indret, Ruel, vous avez des formes de sites, vous avez Lorient, de Brest et Toulon plutôt pour la maintenance. Donc tout ça, il faut l'avoir, il faut le tenir. Vous avez des fonctions support, je passe rapidement dessus, mais elles existent, comme tout le monde, du juridique, du RH, des finances. Vous avez des compétences, Alexis Morel en a parlé, c'est fondamental. Là aussi, c'est du temps long. Et les compétences, vous ne les retrouvez pas forcément dans le civil.
les compétences sous-marines, c'est quand même un métier très, très, très militaire. Les compétences nucléaires, vous les avez pas forcément, ce ne sont pas forcément tout à fait les mêmes que vous allez avoir à EDF, dont vous avez besoin à bord. Et puis vous avez des compétences aviation, etc. Donc vous avez des compétences un peu clés qui sont très spécifiques dans les milieux dans lesquels on vit. Et puis, bien sûr, le prix, c'est également l'investissement sur l'avenir, puisqu'il faut garder une supériorité technologique pour nos armées. Donc maîtriser ce prix, après il y a deux possibilités. Soit vous le faites à la mode anglo-saxonne, c'est assez simple, hein, ils ont des marges garanties, donc les risques sont pris par l'État. Soit vous le faites à la mode française, vous avez des marges que vous fixez en amont, mais in fine, si vos programmes dérapent, si vous avez des difficultés, les risques étant pris par l'industriel, vous vous retrouvez avec des marges faibles, voire nulles, voire négatives. Donc vous voyez très bien que l'industriel des CNS, pas le seul sans doute, hein, il a besoin de se garantir vis-à-vis d'un certain nombre de ces risques. D'où la souveraineté est indissociable de la souveraineté économique de l'industriel. Bon, là, en l'occurrence, je parle de des CNS. Et cette souveraineté économique, elle permet aussi de donner de la robustesse, de la confiance, pas seulement d'ailleurs en national, hein, mais aussi vers l'extérieur. Évidemment, elle passe par l'export. Et comme le disait très bien et très justement Alexis là tout à l'heure, j'ai noté devenu vital pour notre industrie, pour nos industries en général. Bon, l'export, ce sont des capacités financières générées par les marges, c'est lissage du plan de charge, ce sont des efforts de compétitivité qu'on reporte après pour le national, c'est un partage des charges, c'est la contribution à la stratégie d'influence de la France aussi. Donc, capacité financière, hein, vous permet d'amortir les risques dont je parlais en programme national. Le lissage de plan de charge, c'est d'éviter surtout la perte de compétences. On a une industrie très cyclique. Quand vous prenez des sous-marins, vous construisez les types triomphants, ensuite vous avez un trou, et vous construisez les types barracuda, voilà, etc. Puis vous avez un trou et vous construisez. Donc ces trous, qu'est-ce que vous faites pendant ces trous? Si vous avez des compétences, eh bien, si les gens, vous ne leur donnez rien à faire, ils partent. Voilà. Donc vous n'amortissez évidemment pas votre outil industriel. Donc vous avez un besoin de lisser votre plan de charge le mieux possible, et ça, l'export l'aide à le faire. Si vous ne le faites pas, vous avez le problème des Anglais, les sous-marins Astute, 5 ans de retard sur le premier, et des coûts explosés de plus de 50% pour les premiers Astute. Voilà. Ensuite, la compétitivité, le benchmark avec les autres sociétés permet de progresser en productivité, donc vous reportez ces efforts. Pour le national, c'est tout gain pour nous. Le partage des charges, une partie dépayée par l'export, ce n'est pas le national qui le paye, c'est tout bien pour le national. Et la contribution à la stratégie d'influence, c'est par exemple l'Australie. L'Australie, c'est l'équipe de France qui est allée, c'est l'équipe de France qui a gagné. Mais finalement, on aide, de cette façon, la France à avoir des relations suivies avec un partenaire important du paysage océan Indien, Asie. Bon, le défi, cette souveraineté, elle n'est pas aussi simple que ça. Il y a deux défis. Il y a celui de l'export et il y a celui de la complexité. Celui de l'export, il y a bien sûr des circonstances favorables à l'export, hein, le développement de capacités navales et aéronavales partout dans le monde. Vous avez le retour des États-puissances dont on parle beaucoup. Vous avez effectivement des développements de capacités navales importantes en Asie, bien sûr, et surtout avec la Chine qui a plus que doublé ses capacités, mais également en Russie qui a presque doublé, voilà, au Moyen-Orient, d'une manière assez continue. Donc ça se développe bien. Vous avez des tensions, ça favorise évidemment ce développement de capacités navales. Des tensions, on les voit en mer de Chine aujourd'hui, qui d'ailleurs sont très liées aux espaces sous-marins, même s'il y a des connotations politiques fortes. Voilà, donc la demande est forte. Et la demande est forte pour le marché naval en général et pour les sous-marins en particulier. Alors, ce n'est pas tellement en nombre d'ailleurs que les sous-marins sont demandés, c'est plutôt en qualité qu'ils augmentent. Si je prends l'exemple de la Norvège, vous voyez, la Norvège, elle passe d'un sous-marin qui faisait environ 1000 tonnes, très côtier, elle voulait un sous-marin qui fasse plus de 2000 tonnes, beaucoup plus gros, qui fasse de l'océanique. Cette tendance est quand même une tendance assez profonde. Bon, malgré ça, l'export, c'est pas si simple parce que tout n'est pas ouvert. Hein. Le marché américain, on n'y va pas comme ça. Le marché chinois et russe, évidemment, pas non plus. La concurrence est de plus en plus sévère. Tout à l'heure, il y a des acteurs historiques qu'on connaît bien, dont en particulier les Européens, comme ThyssenKrupp Marine System pour nous, Damen, Fincantieri, etc. Et puis il y a l'émergence des nouveaux acteurs.
Donc la Chine, la Russie qui revient, elle était déjà là, mais elle revient bien en force. Vous avez le Japon qui est apparu dans le paysage avec les sous-marins australiens. Bon, elle n'est pas encore complètement implantée, mais on sent qu'il y a une tendance. Vous avez la Corée qui est déjà bien présente, en tout cas pour les sous-marins, avec la vente de sous-marins notamment en Indonésie. Voilà. Et puis vous avez des pays comme la Chine qui apparaissent maintenant un peu partout dans le monde, hein, au-delà des sous-marins et du monde de l'espace sous-marin. Vous les voyez au Vietnam, en Afrique, en Argentine et partout. Donc il y a quand même l'export, c'est pas si simple. Donc nous, il va falloir derrière améliorer la qualité pour essayer de garder quelque chose de différenciant dans nos produits. On est aidé par la marine très clairement ou par la France parce que du coup les produits qu'on développe en France nous servent pour l'export avec des limites qui sont bien sûr liées aux contraintes d'exportation d'armement. On ne donne pas tout à n'importe qui. Donc ça, le processus national est bien en place. Enfin, vous le connaissez bien. Donc là, et heureusement d'ailleurs, avec des dérapages. L'innovation, bien sûr, est importante, y compris pour l'export. Les partenariats sont clés, ce sont des partenariats de long terme. On travaille maintenant de plus en plus. Vous voyez, quand vous êtes en Inde et que vous développez des sous-marins indiens, vous êtes avec les Indiens. L'Australie, ça va être ça, c'est un partenariat de longue durée. On va les aider à construire leurs sous-marins là-bas. Donc c'est des grosses choses. Avec effectivement cette importance du partage, du transfert de technologie, bien sûr maîtrisé vers les acteurs. Donc tout ça fait partie du paysage export, mais est compliqué à mettre en œuvre. Et tout ça ne marche que parce que vous avez une approche équipe France. Ça a bien marché pour l'Australie, tant mieux. C'est pas facile à mettre en place, parce qu'il faut que tout le monde s'accorde et s'aligne, mais quand c'est en place, ça nous aide beaucoup. Voilà. Également important, et là la National nous aide, puisqu'on parlait tout à l'heure de ligne de produits. Vous savez que la frégate de taille intermédiaire, qui est une frégate ASM, donc qui concourt très largement aux espaces sous-marins, elle a été faite sur un modèle avec un modèle français, c'est-à-dire qu'il est fait à la fois pour répondre aux besoins nationaux, mais aussi pour répondre aux besoins export. C'est comme un véhicule avec des options. Ben là, vous avez une frégate avec des options. Vous pouvez faire une frégate plutôt très haut de gamme, c'est plutôt le cas de la frégate française, mais si un pays vous demande moins de capacité, vous pouvez très bien le faire, moins coûteux bien sûr, avec des équipements de qualité inférieure. Mais ça sera quand même une belle frégate. Voilà, le deuxième défi de cette souveraineté, c'est la gestion de la complexité. Un navire de combat ou un sous-marin, c'est un objet complexe. Alors, je ne sais pas si on vous a déjà montré l'image du SNLE pour dire que le SNLE, c'est environ 1 million de pièces, je crois que c'est ça le terme, à comparer à 15 000 pour un char de combat, à 100 000 environ pour un avion long courrier. Donc voilà, vous voyez déjà la complexité de l'objet à assembler. Bon, DCNS, c'est son rôle, il est systémier certes, mais il est aussi et surtout beaucoup intégrateur de systèmes et de plateformes. Voilà, donc cette capacité nous permet nous demande beaucoup d'exigences en maîtrise de cette complexité dès lors qu'on assemble. Alors cette complexité, vous la voyez apparaître aussi avec les sonars, ou les systèmes anciens. Les systèmes d'exploitation des frégates ASM, parce que je me suis toujours relié au monde sous-marin, qui ont maintenant disparu, les frégates de type Tourville. Alors pour ceux qui sont anciens, ils se rappelleront du de Gras, je ne sais même plus lequel portait le nom de la lignée, il y en avait 3, les F-67. Il y avait des systèmes de Zénith à l'époque, système d'exploitation navale d'information tactique, qui avait environ 500 000 lignes de programme. Donc maintenant, on est passé à 22 millions sur les systèmes de la FREM, la frégate qu'on est en train de construire et de délivrer d'ailleurs à la marine, et qui est également ASM. Donc on voit qu'on a largement explosé les capacités logicielles, mais aussi derrière ce traitement d'information, des capacités opérationnelles beaucoup bien meilleures, bien sûr. Voilà. La réussite donc d'un programme complexe comme ça, c'est un travail très fin de conception et de réalisation en lien très étroit avec les équipementiers. Alors prenons un exemple, puisqu'on parle de l'espace sous-marin et d'ASM. L'ASM, c'est une plateforme, certes, sous-marin ou frégate. Ce sont des sonars délivrés par TUS, en l'occurrence.
Mais c'est aussi une plateforme. Et la plateforme, il faut qu'elle soit discrète. Si vous avez une plateforme qui fait beaucoup de bruit, un sonar qui est très brillant, ce n'est pas l'outil idéal pour la marine. Donc il faut faire les deux. Donc vous avez cette conjonction de travail, l'un qui va travailler beaucoup sur la discrétion acoustique, l'autre sur la capacité des sonars. Et ça, si vous l'intégrez bien dans une plateforme, vous arrivez à quelque chose de performant, je crois. Savoir que la marine est très contente de ses frames, justement. En tout cas, en performance ASM, justement parce que ces deux choses-là sont bien conciliées. Voilà. Bon, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser la place aux questions. Simplement pour voir, puisqu'ici vous avez cette table, vous avez l'opérationnel, vous avez un Thales qui est plutôt équipementier et puis des CNS qui est plutôt intégrateur. Finalement, tous les trois, nous sommes dans le même bateau, dans le même sous-marin, ça dépend de ce que vous voulez dire. Nous sommes tous ensemble pour satisfaire le besoin de souveraineté dont je parlais et répondre en particulier aux besoins liés aux espaces sous-marins. Chacun avec ses propres exigences, mais le but est commun. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.